Nous allons faire un point sur le baluchonnage, découvrir ce dont il s'agit avec notre invitée qui connaît bien le sujet, qui est Sandrine Constant, qui est la directrice de Baluchon France. Bonjour Sandrine. Bonjour, Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Baluchon France, et après on va expliquer ce que c'est que le baluchonnage. très bien. Je m'appelle Sandrine Constant, je suis à Baluchon, France depuis le mois d'août 2022, puisque je remplace la directrice titulaire, Rachel Petitpré, qui est en congé parental et qui va revenir très prochainement. J'ai choisi de rejoindre Baluchon France parce que j'avais moi-même monté le service, j'avais mis en place le service de baluchonnage dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, je souhaitais vraiment défendre cette solution de répit pour les aidants au niveau national, Quand on dit baluchonnage, on peut expliquer ce dont il s'agit, parce que moi je viens de le découvrir également. Pour... évidemment. Donc, le baluchonnage, c'est un dispositif de répit pour les aidants à domicile. C'est en fait une solution où l'aidant, il s'absente quelques jours de chez lui et un salarié unique qui est formé et qui est accompagné par son équipe vient remplacer l'aidant au domicile du proche aidant qui s'absente de 2 jours jusqu'à 6 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'en fait, le baluchonneur vient vivre au domicile de la personne âgée. C'est exactement ça. Le baluchonneur vient prendre la place du proche aidant habituel pendant que celui-ci s'absente de son domicile. C'est ça qui est nouveau. Et c'est un dispositif de répit, mais c'est aussi un dispositif d'accompagnement. On pourra le voir dans le processus du baluchonnage. Il y a combien de personnes qui en bénéficient? Alors, on a environ 400 familles qui ont pu bénéficier de baluchonnage en France depuis le début de l'expérimentation, enfin, on va dire depuis 2020, puisque c'est expérimental à l'heure actuelle. Mais j'imagine que la demande, elle doit être énorme. Enfin, il y a deux choses dans ma question. Est-ce qu'il y a une demande? Enfin, je trouve que potentiellement les demandes doivent être énormes, mais la population ne connaît pas forcément ce service. Voilà, il y a la notion en fait d'expérimentation, donc il faut une visibilité d'abord du dispositif. Les services expérimentateurs ont mis en place petit à petit, depuis le début de l'expérimentation, leur organisation. Et effectivement, le baluchonnage, ça va toucher environ euh, par service, on va en faire 2 à 3 par mois parce que le baluchonnage, ça se prépare, c'est une longue préparation. C'est de la dentelle, le baluchonnage, donc ce ne sont pas des choses qu'on fait euh, très rapidement, ce sont des choses qui sont très préparées et qui sont très ciblées. En fait, c'est un public très spécifique qui fait appel à du baluchonnage parce qu'il y a d'autres solutions de répit qui peuvent très bien correspondre à des aidants. Mais cette solution-là est très ciblée et très spécifique. C'est pour ça qu'en volume, on n'a pas un très grand nombre. Oui, en préparant, moi, j'ai découvert également que c'était un service qui était en expérimentation Oui, depuis 2019 et que c'était mis en place par les SAD, les services d'aide à domicile. c'est exactement ça. Il faut savoir que le baluchonnage, c'est un dispositif qui vient du Québec, où au départ, ça a été créé par une gériatre qui s'occupait de malades d'Alzheimer et qui se rendait compte que les aidants de malades d'Alzheimer euh, s'épuisaient de s'occuper de leurs proches 24 heures sur 24. Donc, elle est allée les relayer. Et c'est comme ça qu'est né le baluchonnage. Et en France, on a le gouvernement a souhaité faire cette expérimentation de baluchonnage ou de répit de longue durée pour les aidants avec un intervenant unique. Donc, c'est ce qui est nouveau en fait dans les formes de suppléance à domicile et dans les formes de répit en France, c'est que c'est un intervenant unique qui reste proche de l'aidant, euh, auprès de la personne aidée, pardon, de 36 heures jusqu'à 6 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'un salarié peut travailler 144 heures d'affilée et il aura son repos compensateur à la suite de la mission. C'est ça qui est nouveau et on peut mener ces prestations parce qu'on a une dérogation au droit du travail qui est expérimentale jusqu'à la fin de l'année.
Le profil des baluchonneurs, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des auxiliaires de vie, il y a un diplôme, il y a quelque chose. Le profil des baluchonneurs est assez intuitif dans le sens où les services autorisés à faire du baluchonnage par rapport à cette expérimentation ne sont que des services à domicile pour le moment. Dans l'expérimentation, il n'y a que des services à domicile qui ont été retenus. Donc, les services mettant en place ces prestations l'ont proposé à leur personnel en place. Donc, souvent aide à domicile, auxiliaire de vie, parfois aide-soignant. Donc, la majorité des baluchonneurs sont des aides à domicile expérimentés avec 19 ans en moyenne d'expérience déjà dans l'accompagnement à domicile. Et pour ces personnes, c'est une valorisation en fait de leur métier et ça les fait revenir vraiment à leur cœur de métier dans l'accompagnement et dans la relation d'aide qu'ils peuvent apporter. Donc, c'est gratifiant pour eux de pouvoir mener cette expérience par rapport à leur accompagnement à domicile. Les SAD, donc, qui mettent en place actuellement dans l'expérimentation, elles accueillent ce nouveau service, ce nouveau métier, comment en fait? Il y a eu beaucoup de postulants, il y a un intérêt pour les SAD à proposer ce type de service? Alors, ce qu'on retire de l'expérimentation, en effet, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour les SAD. Euh, il y a, il y a une organisation, effectivement, qui doit se faire au niveau de l'administratif avec un coordinateur ou un chargé de projet pour mener effectivement le projet. Sans ce poste, c'est très difficile de mettre des missions de baluchonnage en place. Sur les 40 services, il y a des services qui n'ont pas vraiment mis en place les prestations, pas par manque d'intérêt, mais par manque de moyens humains. Mais dans la majeure partie des cas, il y a un coordinateur qui a été mis en poste pour gérer le service de baluchonnage et après la recherche de salariés baluchonneurs. Donc, il y a eu un petit peu deux axes. C'est qu'en début d'expérimentation, ça a été proposé beaucoup au personnel en place sur la base du volontariat, toujours. Et puis après, au fil du temps, il faut savoir que quand on propose d'autres missions, comme on le sait tous, tous ceux qui viennent de l'aide à domicile, c'est que quand on met à disposition du personnel sur une autre mission, il faut évidemment le remplacer dans le SAD. Donc c'est très compliqué les remplacements. Donc maintenant, les SAD un peu plus expérimentés en baluchonnage, on remarque qu'ils ont tendance à faire appel à des personnes extérieures du SAD, mais qui connaissent, comme des jeunes retraités comme des aides-soignants qu'ils ont en partenariat, des choses comme ça. Donc, il y a les deux possibilités qui se profilent, avec maintenant, avec l'expérience, plus une équipe dédiée au baluchonnage, pour pas avoir d'impact sur l'activité principale du SAD. Pour les personnes aidées et les familles, est-ce qu'il y a des profils types auxquels le baluchonnage est particulièrement adapté? Oui, oui, on s'en est rendu compte vraiment dans la prestation même. C'est que le baluchonnage, il va répondre à des publics bien spécifiques. Alors, ça va être du côté des personnes aidées. Ça va être des personnes qui ont des problèmes ou des troubles souvent cognitifs, tels que les maladies d'Alzheimer ou les maladies apparentées, où on a remarqué avec le temps que ça pouvait répondre tout à fait à des autismes sévères aussi. Donc, en fait, des personnes aidées pour qui le changement est préjudiciable. Donc, la nécessité de rester dans leurs habitudes de vie le plus possible. Il y a aussi au niveau des aidés le profil des personnes avec grande dépendance physique, parce qu'un déplacement serait préjudiciable par rapport à la préservation de l'autonomie au Ouais. maximum. Un déplacement dans un centre de répit, enfin, un hébergement de répit, C'est par ça. exemple. Donc, On, en re- on voit bien que le baluchonnage permet quand même de ne pas trop euh, jouer sur l'autonomie. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les dents, bien sûr, parce que quand s'il revient de baluchonnage et que son proche a perdu en autonomie, ce n'est pas gagnant. Et le deuxième volet, donc là, je vous ai parlé des personnes aidées. Le deuxième volet, c'est les aidants. C'est le profil des aidants aussi. On appelle ça les aidants captifs à Baluchon France. Il y a des aidants qui n'osent pas passer le relais, qui n'osent pas ou qui ne le voient pas ou qui font ça depuis des années, qui se rendent même pas compte en fait qu'ils sont aidants, qui ont la tête dans le guidon, hein, comme on dit.
et qui ont l'impression, à juste titre, parce ils sont experts de leurs proches, mais ils ont l'impression qu'ils peuvent pas passer le relais, qu'il y a qu'eux qui peuvent s'occuper de leurs proches. Et le baluchonnage, avec son processus et sa minutie de préparation, donne confiance à l'aidant et permet le répit de ces aidants qui souvent n'ont pas pris de répit, mais depuis des années, et en fait qui retrouvent euh, une bouffée d'oxygène et qui souvent, après un baluchonnage, c'est pour ça aussi que c'est du répit, mais c'est aussi de l'accompagnement, surtout pour ces aidants captifs, euh, après le baluchonnage, ils vont oser aller vers d'autres formes de répit. Par exemple, bon ben finalement, j'ai vu que mon proche aidé, ça s'est bien passé quand il a eu la baluchonneuse. Peut-être et moi me sens mieux, donc je m'occupe mieux de lui. Peut-être je pourrais aller à mon cours de gym tous les mardis, par exemple. Et ça va ouvrir d'autres perspectives à ces personnes et à tous les aidants inclus qui bénéficient du baluchonnage, hein. Mais il faut Oui. savoir que c'est vraiment on déroge au droit du travail. Donc, on ne va pas déroger au droit du travail pour le plaisir, en fait. On va déroger au droit du travail avec cet intervenant unique quand c'est vraiment une nécessité et une plus-value pour l'aidant et ou pour l'aider. Et le rapport de l'IGAS, qui est sorti en janvier dernier, il me semble, sur les solutions des offres de répit, mentionne tout à fait ce ciblage comme, comme en fait c'est fait au Québec finalement, hein. Parce qu'au Québec, c'était les malades d'Alzheimer. Et puis, petit à petit, ils ouvrent à la fin de vie, etc. Mais ça touche vraiment à ce public cible. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on a dit dérogation du droit du travail dans le sens que la baluchonneuse travaille beaucoup d'heures en continu. C'est un cumul d'heures, en fait. C'est un cumul d'heures, 24 heures sur 24, de 36 heures à 6 jours consécutifs. Donc, toutes les pauses qui n'ont pas pu être prises et tous les repos hebdomadaires sont cumulés à la fin de la prestation. Dans l'expérimentation, on a bien compris le profil de l'aidant et de l'aider, mais quel est le déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche le fait qu'une famille fasse appel au baluchonnage? Alors, Alors, il va y avoir... ouais. j'imagine que dans l'expérimentation, vous leur avez proposé peut-être plus, mais est-ce qu'il y a un déclencheur? C'est un burn-out c'est un début de burn-out de l'aider, oui, de l'aidant? Qu'est-ce qui déclenche? Alors, l'épuisement de l'aidant, c'est certain. L'épuisement de l'aidant, ça va le déclencher, mais encore faut-il que l'aidant, il ose appeler et il sache que le baluchonnage existe. Ah oui, il faut Donc, savoir. c'est ça. Donc, ce qui est essentiel dans les territoires et ce qui fonctionne, c'est vraiment le maillage de tous les acteurs de répit et du médico-social, dont les plateformes de répit, s'il y en a sur les départements, parce qu'on raisonne en département au niveau des services de baluchonnage. Il faut que tout le monde, enfin, tous les acteurs du médico-social se saisissent de cette offre et puissent la proposer dans les familles qu'ils rencontrent. Donc, ça va être beaucoup des prescripteurs, si vous voulez, qui vont orienter les aidants vers le baluchonnage, ou ça va être aussi, vu que ce sont des SAD, on a quand même un repérage dans les situations que les SAD connaissent déjà. Donc ça s'est passé là dans l'expérimentation. Mais ça va être aussi un aidant qui appelle finalement, qui ne sait pas que cette offre existe parfois. Parfois, il a vu, donc il appelle. Parfois, ça va être le frère ou la fille qui appelle pour le papa. Voilà, il y a plusieurs notions. Ou ça va être l'aidant parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Quand j'étais dans un service de baluchonnage, j'ai eu des aidants qui m'ont dit, mais en fait, je vous appelle, je comprends pas trop, je sais pas trop si ça va correspondre, mais en fait, là, il faut que je me fasse hospitaliser. Je Ah dois oui. me faire poser une prothèse de hanche. Mon mari, je peux pas le laisser tout seul. Comment je fais? Et là, voilà, on explique le processus du baluchonnage et ça correspond totalement à une prise en charge de baluchonnage. Donc, comme ça permet à l'aidant de ne pas renoncer aux soins. Après, ça va être des impératifs ou ça va être des déclics pour les aidants sur les événements familiaux. Ça se voit surtout sur les conjoints qui ont du mal à laisser leurs proches, encore plus quand on est conjoint. Par exemple, la naissance d'un petit enfant. Et l'un des conjoints, le conjoint autonome, il va dire, mince, il faut absolument que j'aille voir mon petit enfant, voilà, qui vient de naître. Et du coup, ça peut être aussi un déclic. Donc, il y a les aidants eux-mêmes, il y a l'entourage des aidants, des fois qui nous appellent,
Il y a les personnes accompagnées dans les services et il y a évidemment tout le maillage avec les travailleurs sociaux, avec les plateformes de répit, avec le conseil départemental, la MDPH, etc. Pour repérer en fait ces aidants-là. Qui finance le baluchonnage? Alors, C'est une grande question. c'est dans l'expérimentation et comment est-ce que vous voyez ça dans l'avenir? Justement, c'est une grande question et c'est un défi. C'est un défi à l'heure actuelle, le financement. Avec le défi juridique, il y a le défi financier. C'est-à-dire que pour l'expérimentation, les services à domicile ont reçu une subvention d'ingénierie de la CNSA. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour le service, pour l'ingénierie. Mais il n'y a eu aucun financement d'attribué pour les aidants pour la prestation de baluchonnage en elle-même. Donc les services expérimentateurs ont cherché par eux-mêmes des financements possibles. Donc les financements sont extrêmement hétérogènes sur le Et donc, territoire. en fait, ils ont recherché des financements pour chacun des cas particuliers, parce qu'on peut être une assurance différente, caisse de retraite différente, etc. Voilà, qu'il en ressort, il y a quand même des axes. Soit les conseils départ, tout le monde est allé, tous les services expérimentateurs sont allés, enfin j'imagine, Hmm. peut-être pas, mais la Hmm. grande majorité des services sont allés taper à la porte des conseils départementaux. Il y en a qui ont dit oui, on va pouvoir faire quelque chose. Il y en a qui ont dit oui, on va activer le droit au répit, puisqu'il n'est pas toujours activable, les 500 euros de la part. Il y en a qui ont donné effectivement une subvention globale. Donc, il y a les conseils départementaux. La MDPH, on est dans la même configuration. Les CARSAT, on est dans la même configuration. Les services qui sont allés demander au CARSAT, il y en a qui ont dit, ben oui, on va vous donner une enveloppe de 30 000 euros, par exemple, et c'est un droit de tirage. Et il y en a qui ne se positionnent pas du tout. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur l'expérimentation, il y a les retraites complémentaires de la fédération Agirc-Arco qui ont octroyé jusqu'à fin 2022, on va dire jusqu'à 2 000 € par an et par aidant pour cette forme de répit. Ça, c'était un vrai axe et quelque chose d'homogène. Mais les fédérations Agirc-Arco, ça va être dedans, les principales, c'est la G2R La Mondiale, Malakoff, Clésia, etc. Mais par exemple, pour la fonction publique, ben, il n'y a pas de financement. On est vraiment sur les fédérations Agirc-Arco, où là, on avait un levier. Sur l'année 2023, la Fédération Agirc-Arco continue à aider, mais de façon individuelle et en fonction des ressources. Et donc, c'est vraiment dossier aidant par aidant. Donc, les financements sont très hétérogènes, mais avec globalement soit des prises en charge dans le cadre de l'APA ou de la PCH, soit des prises en charge dans le cadre des retraites complémentaires. Et même si l'aidant, il n'est pas à la retraite, hein, ça marche à partir du moment où on cotise, ça fonctionne. Et après, ça va être des subventions globales qu'ont obtenu les services en fonction de réponses à des appels à projets ou des innovations territoriales, des éléments comme ça. J'imagine qu'il y avait un reste à charge pour les familles, ou pas? Oui. Moi, je Ouais. peux vous parler du reste à charge moyen des Oui, très bien. services expérimentateurs qui sont adhérents à Baluchon France. Donc, on a un reste à charge moyen de 100 à 150 € par 24 heures. Et il faut savoir aussi que sur le reste à charge des familles, le crédit d'impôt fonctionne parce que c'est du service à la personne. D'accord. Donc il paye la moitié de la somme. Voilà, il faut le savoir pour les heures de baluchonnage. Et là, ben, Baluchon France et ses partenaires et les services expérimentateurs proposent des pistes de financement possibles pour 2024, à partir de 2024. Il faut Si trouver le modèle. si je provoque un peu, quel est l'intérêt de la société de financer le baluchonnage? Ma question, elle est celle-ci. C'est en fait, potentiellement, il y aurait beaucoup de familles qui pourraient être concernées. Ça demande peut-être des budgets énormes. Est-ce qu'il y a un intérêt, alors c'est un peu direct, hein, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour la société de financer le baluchonnage? Et si oui, c'est lequel? Il me semble assez évident, dans la mesure où les aidants jouent un rôle crucial dans la société. S'il n'y a pas les aidants, on sait que, il va falloir augmenter les prises en charge des personnes accompagnées, des personnes qui ne peuvent pas rester seules. Il va falloir augmenter
les places en établissement. Ça va coûter extrêmement cher pour les familles et pour l'État. La société, elle est gagnante de faire appel, de financer du baluchonnage. Pourquoi? Mais parce que l'aidant, il a clairement besoin, mais comme vous et moi, il a clairement besoin de répit. On ne peut pas être toujours dans la prise en charge. On ne peut pas toujours être dans la veille. Ceux qui font appel à du baluchonnage, c'est quand ils s'occupent de personnes qui ont besoin de surveillance permanente et qui ont de surcroît la plupart du temps des troubles cognitifs, donc avec un risque d'épuisement élevé. Donc on a un risque d'épuisement, on a un risque de maltraitance insidieuse, non voulue, Bien parce que sûr. quand on est fatigué, on fait comme on peut auprès de son proche, mais ben, des fois, c'est difficile, donc on est moins patient et puis on n'a plus la force d'agir. Donc, qu'est-ce que ça engendrerait si on ne donnait pas l'accès au répit aux aidants, qui sont 11 millions ou 9,5 millions, si vous voulez. Ça va pas toucher les 9,5 millions, mais ça va en toucher une grande partie. Si on n'offre pas de répit à ces aidants-là, ça va être plus d'hospitalisation, plus de placements en établissement, donc plus d'équipes. Déjà qu'on a du mal à trouver du personnel dans les domaines de l'aide à la personne et des soignants, ça va être très compliqué pour la société de gérer toutes ces personnes-là. Donc la société, elle est gagnante. Il vaut mieux financer 6 jours de baluchonnage pour un aidant qui va revenir euh, plus enjoué, qui va avoir une vision de son proche différente, parce que le processus du baluchonnage aussi va lui donner un autre regard sur le rôle qu'il accomplit avec des préconisations, parce Oui, que le donc, c'est-à-dire baluchonnage qu'en fait, il y aura des bénéfices sur le court et long terme également. court et long terme, Long terme. parce que les dents, qui sait qu'il va avoir de nouveau 6 jours l'année prochaine, mais déjà, les dents, il va plus tenir. Quand on sait qu'on va avoir des vacances dans 6 mois, ou faudrait 2 fois dans l'année, ce serait mieux. Mais déjà, quand on sait qu'on va les avoir, ces vacances, eh ben déjà, on tient mieux. Et ça s'est prouvé dans des expériences de baluchonnage très concrètes. Donc, c'est gagnant pour la société. On a fait faire une étude sociodémographique par le cabinet Unicité, réalisée par Franck Guichet. Donc, c'est les prestations de baluchonnage pour quels proches aidants et pour combien d'entre eux. Donc, pour quel proche aidant, je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc le ciblage des aidants et des personnes accompagnées. Et euh, pour combien d'entre eux? En fait, si on cible vraiment, parce on déroge quand même au droit du travail, donc il y a d'autres solutions de répit qui fonctionnent très bien pour les aidants qui ne sont pas dans ces situations complexes. Donc ça, c'est très bien, il faut le financer aussi. Ça sert aussi, la question que vous venez de poser, c'est la même pour les autres Oui, solutions de la répit. même, ouais. Sauf qu'il faut répondre à cette petite partie de la population qui n'a pas d'autres solutions de répit et dont les autres solutions de répit ne sont pas adaptées. Donc, ça toucherait environ 10 000 aidants, 1% des personnes accompagnées, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et si le gouvernement offrait 12 jours, c'est-à-dire 2 fois 6 jours ou 3 fois 4 jours, par exemple, on part sur 2 fois 6 jours, un séjour de répit pour les aidants, ça coûterait la moitié du budget de l'hébergement temporaire. Sachant que l'hébergement temporaire à l'heure actuelle n'est pas utilisé complètement, on se dit il faut absolument que le baluchonnage puisse rester en place pour, euh, pour espérer accompagner ces aidants et pour qu'ils tiennent leur rôle, en fait. C'est triste à dire, mais en gros, on compte beaucoup sur eux et plus Bien ils sûr. tiennent, plus ces hospitalisations sont retardées. Dernière question avant de poser la question de l'avenir du baluchonnage. Si ça se généralise, enfin, si le marché, enfin, si le financement se développe, est-ce que vous pensez qu'il y aura des acteurs uniquement dédiés au baluchonnage? C'est en fait des pure players, on dirait. Vous voulez dire des structures? Des structures qui seront créées de toutes pièces. Pour l'instant, c'est un service d'ESSAD. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des structures Non, je pense pas. Je pense que c'est une offre complémentaire. Je pense qu'on parle beaucoup de relayage à domicile et finalement, le relayage à domicile de l'aidant, il peut très bien être de 2 heures par semaine jusqu'à 24 heures, jusqu'à 36 heures, jusqu'à 6 jours. Donc, on a du relayage de courte durée et de longue durée
et du longue durée avec un intervenant unique, donc plusieurs formes de répit, qui sont vraiment ciblées à un public. Et pour moi, c'est une offre complémentaire. Je pense que il doit y avoir une équipe dédiée, ça oui, une équipe dédiée à ce type d'offre, parce que cette équipe, elle est formée et donc elle est qualifiée pour faire le répit de longue durée et le journal d'accompagnement avec les préconisations qui a pour objectif ultime d'améliorer la relation du couple aidant aidé. Euh, mais à mon avis, à moi, je ne pense pas qu'il faut faire un service de baluchonnage seul. Il doit faire partie d'une offre diversifiée avec une équipe dédiée. Dernière question. On en est où dans l'expérimentation et quid de l'avenir du baluchonnage? Alors, au niveau du baluchonnage, comme je vous disais, on est en expérimentation et elle a déjà été prolongée une fois. Donc là, elle se termine le 31 décembre de cette année et l'évaluation nationale, le rapport de l'évaluation nationale sur ce dispositif va sortir prochainement. Il va être transmis aux parlementaires pour savoir justement comment cette solution va être généralisée. Aujourd'hui, on est quasiment à 100 jours de la fin de l'expérimentation et on fait des propositions, on est force de proposition pour l'avenir du baluchonnage, mais à ce jour, là, en septembre, nous n'avons pas encore de choses, d'éléments qui sont actés juridiquement. Il va falloir d'abord des éléments juridiques qui entrent dans la loi, notamment par le Code de l'action sociale et des familles, qui permettraient de continuer cette dérogation au droit du travail. Comme il existe déjà des missions d'intérêt général qui sont inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles, il serait très opportun d'ajouter un article sur le baluchonnage, puisque c'est voilà, une offre de répit approuvée et soutenue par bon nombre de parlementaires qui souhaitent le porter à la loi. Maintenant, on est soumis à ce calendrier des 100 jours et Baluchon France est inquiet pour cette pérennisation au 1er janvier 2024. On sait que ça intéresse tout le monde, il y a un consensus général sur l'intérêt de cette offre de répit qu'on a vu à notre colloque, qu'on voit à chaque fois qu'on voit des parlementaires, même des partenaires. France Alzheimer soutient bien sûr cette action, le collectif Je t'aide aussi, d'autres associations que je ne vais pas toutes citer. Il y a vraiment un consensus sur ce besoin de cette forme de répit, sur le consensus de la satisfaction générale des aidants et la satisfaction générale des baluchonneurs qui travaillent de cette façon-là. Maintenant, il est urgent de trouver un levier législatif avant le 31 décembre 2023. Une interruption du dispositif ferait perdre du temps, de l'énergie, des financements qu'on aurait enfin réussi à mobiliser. Si on nous dit vous n'avez plus de dérogation au droit du travail au 1er janvier, toute cette énergie passée avec les partenaires, avec les financeurs, avec les institutionnels, avec les personnes qu'on a formées pour être coordinateurs, pour être baluchonneurs, on va perdre en énergie, c'est sûr et certain. Donc, la vocation là, de Baluchon France, c'est qu'il n'y ait pas d'interruption. Si on n'arrive pas à avoir de levier législatif à cause des reports du calendrier sur les lois bien vieillir, etc., ou d'autres leviers législatifs, on souhaite que les conditions de dérogation au droit du travail puissent se poursuivre jusqu'à ce que le levier législatif soit trouvé et soit acté en bonne et due forme. On en est là au niveau de l'expérimentation. J'espère que votre message sera entendu. En tout cas, on va taguer sur LinkedIn, on taguera si vous le souhaitez, les personnes enfin, intéressées par le Avec sujet. grand plaisir. On a Décidé. vraiment besoin de soutien pour les aidants. Merci beaucoup pour l'émission. Sandrine Constant, je rappelle que vous êtes directrice de Baluchon France. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Serrière.